Bonjour, nous sommes le 9 avril, il est 14 h, oui, en effet. Eh bien, il fait pas chaud. Non, il ne fait pas chaud. Il y avait 1 degré ce matin, on annonce -1 pour la nuit. Il y a du vent. Bon, alors, ici, voilà, je viens de décider de faire la vidéo. Je vais essayer de protéger le micro avec ma main. Alors, nous avons de la compagnie. Vous avez un chat nommé Oxo à son poste, prêt pour la promenade. Et vous avez un chien nommé Goliath qui est méga impatient. Un Goliath. Ouh, oui, il pleure depuis 10 minutes. Alors là, je ramasse le bouchon en plastique qui doit venir en dessous de ma porte d'entrée, de mon petit portail. Alors bon, bah écoutez, tant qu'on est entre nous, on va faire des petites réparations. Oui, regardez, oui. Alors moi je suis... Ah, bon, j'allais vous dire que j'étais pas le roi des bricoleurs, mais visiblement, le plastique ne vient pas de du petit portail, probablement du grand. Vous savez quoi, je vais le mettre au-dessus de ma boîte aux lettres et nous veillerons à ça au retour. Parce que, bon, vous supportez déjà les animaux. Bon, si maintenant vous supportez les séances de bricolage, je suis totalement nul. Je pense que ça va quand même énerver la majorité. Sachant qu'il y a déjà une minorité qui est énervée par les animaux. Il y en a qui n'aiment pas les animaux ou bien qui pensent que, bon voilà, il faut que je débite des trucs médicaux non-stop. Écoutez, moi je fais les vidéos parce que ça me plaît bien, je m'amuse, je me farcis ça chaque semaine. Oh, elle les a passés ce zouzou là, oui, ça va vite, hein. Et ça fait 2 ans que ça dure, je ne rate jamais une semaine, donc il faut quand même que ça m'amuse un peu aussi. Bon, ça y est, voilà le vent. Donc, sujet du jour, assez de préambule, traitement de la ménopause. Ok, on a fait 2 vidéos sur la périménopause, et donc il est logique, et j'ai eu des demandes de faire une petite vidéo sur la ménopause. Alors je vous jure sur la tête de Goliath, il y a 5 minutes, je ne savais pas quel sujet j'allais couvrir. Donc ici on est dans la spontanéité. Bon là j'ai pas besoin d'études, etc. Je vais simplement vous dire ce que moi je fais. Bon voilà, j'espère que ça intéressera, inspirera peut-être certains d'un peu adapter leur manière de faire, tout comme moi j'adapte, je tiens compte des réactions que j'ai parfois où on me dit mais tiens, moi je fais pas comme ça ou je ne ferai pas comme ça ou mon médecin ne fait pas comme ça. Et voilà, c'est ça les échanges. Et bon, j'ai envie de continuer sur ce style-là. Je vérifie, oui, j'ai bien la laisse de Goliath. Je suis encore une fois en train de m'embarquer dans une vidéo sans avoir Goliath en laisse. Alors la dernière fois, ça a vraiment mal tourné parce qu'il a pris la poudre d'escampette. Enfin, aujourd'hui, il fait moins calamiteux, quoique je me méfie d'averses éventuelles. Mais bon, pour le moment, il y a du soleil. Et donc, Goliath, allez, viens. Viens, mon poulet. Oui. Et alors, évidemment, il y a l'autre zigoto qui est là. Hein. Ça, on n'a pas l'un sans l'autre, quand on est dans le coin ici. Donc, traitement de la ménopause. J'ai eu des demandes, et donc, voilà, je pense que c'est logique de compléter les 2 vidéos sur la périménopause. Donc, la ménopause, je vous rappelle, la définition, c'est 1 an sans règles. Bon, ça, c'est une définition. Bon, il est évident que les femmes qui ont des analyses biologiques suggestives de ménopause, c'est-à-dire une FSH par exemple fort élevée, au-dessus de 25, au-dessus de 30 et a fortiori voguant vers la centaine, eh bien, s'il n'y a pas de règles depuis des mois, bon, on peut aussi considérer qu'elles sont en ménopause tout en les avertissant qu'il peut toujours y avoir un dernier coup de fusil ovarien qui relance une sécrétion hormonale
une ovulation plus ou moins réussie et donc des règles pour clôturer peut-être ce dernier cycle qui pourrait encore survenir. Mais vous avez vu, Goliath fait le grand saut au-dessus des canaux. D'habitude, je le félicite, mais bon, ici, je me tiens à ma vidéo. Et donc, disons que nous avons affaire à une patiente en ménopause. Et alors là, il y a déjà différents cas de figure. Le premier cas de figure favorable, c'est il n'y a pas vraiment de plainte, ou alors très modérée, on va dire quasiment pas de plainte typique de la ménopause, donc surtout évidemment insomnie avec des bouffées de chaleur nocturne, de la sécheresse qui peut être vaginale, oculaire, cutanée, des rides qui apparaissent rapidement, un mal-être, une fatigue, un pessimisme, un peu de déprime, une chute de la libido, un manque d'entrain, voilà quoi, hein, un coup de mou, hein. J'ai failli dire un coup de vieux, mais bon, on n'est pas vieux à 50 ans, mais un coup de mou. Bon, donc s'il n'y a pas ces plaintes, bon, faut-il faire quelque chose? La question est posée et c'est pas nécessairement évident d'y répondre. Donc à ce moment-là, on se tourne vers la biologie. Okay, on dose surtout le stradiol et la progestérone et on vérifie s'il y a des sécrétions résiduelles qui peuvent parfaitement être satisfaisantes, c'est-à-dire dans les normes que le laboratoire attribue à la ménopause. Et alors attention, là il faut des bons labos qui vous donnent des fourchettes. Moi j'ai été horrifié à Londres, au Royaume-Uni, quand je vois les résultats officiels du NHS, donc de la santé publique, ils mettaient en dessous de. Donc un seuil arbitraire, ça va, mais en dessous de. Alors, oui, mais combien? Ah non, c'est en dessous de. Bon, autant dire, ça ne va pas. Bon, moi, j'utilise les normes labo. Pour le stradiol, je tape au milieu. Et je me dis, ma foi, si on est là et qu'il n'y a pas de plainte, bingo, on en reste là. Et pour la progestérone, en gros, la même chose. Alors, très important, je vous en ai déjà parlé abondamment dans les vidéos sur la périménopause. Donc, il y a, alors là, c'est le monde à l'envers. Ici, il y a Oxo qui est en avant. Il est là, caché dans le bois. Et Goliath est en retard. Goliath! Bon, oui, la vidéo précédente, il était tout le temps trop en avant. Et maintenant, il est à la traîne. Vous voyez, et merci pour toutes les remarques, comme quoi ces vidéos, le boss, dans la dernière vidéo, c'est Goliath le boss. Je bafouille parce que je regarde ce qu'Oxo fait là devant moi. Oui, Goliath le boss, bon, je m'en suis sorti dans certains commentaires en disant que nous faisions équipe. Bon, alors, qui est le boss, disons que ça dépend des moments. Non mais, Goliath, allez. Bon, vous allez le voir cavaler. Donc, les normes labo pour le stradiol et pour la progestérone, on essaie d'être dans les normes, on vise le milieu des normes, tout ça est raisonnable, mais très important, et c'est ça que je vous ai déjà proposé à de multiples reprises. Mais non, d'un chien, qu'est-ce qu'il fout? Très important, il vous faut toujours un peu plus de progestérone que de stradiol. C'est là que je parle des percentiles. Alors, bon, tout le monde n'a pas l'air de comprendre ce que c'est des percentiles. Mais les percentiles, si vous voulez, c'est vous utilisez la zone de référence du labo et vous la divisez en 100 tranches. Okay, on commence à 0, on va jusqu'à 100. Le percentile 50, c'est le milieu. Voilà, très, très logique, très facile. Et donc, comme ça vous permet de comparer les deux hormones, œstradiol et progestérone, alors que les valeurs, évidemment, sont disparates, les unités, à la limite, ne sont pas les mêmes, etc. On s'en fout. On part des normes labo, mais là, il faut des références, pas des plus petits que.
une norme avec une limite inférieure et une limite supérieure. Vous divisez ça, enfin, vous calculez le percentile, ce qui est une bête règle de 3, il n'y a rien de plus simple, et vous comparez le percentile de l'œstradiol avec le percentile de la progestérone. Et donc, à ce moment-là, très clairement, le percentile de la progestérone doit être supérieur à celui de l'œstradiol. Alors, bon, je vous entends déjà, combien supérieur? Mais oui, bon, d'accord, mais c'est bien d'aller au fond des choses. Alors, combien supérieur? Ben, pas à peine supérieur, bon, quelque chose, bon, si, je dirais que le percentile progestérone est 1,5 fois celui de l'œstradiol, ça me met à l'aise, ok? Il peut être x2, hein, mais s'il est fois 1,5, c'est pas mal. Et donc, oui, un œstradiol au percentile 50, une progestérone au percentile 75-75, pour moi, ça c'est le nirvana. S'il n'y a pas de plainte, basta, je ne fais rien. Mais oui, je dois faire quelque chose. C'est pas une maladie, la ménopause. Et donc, on soigne quand il faut soigner, et quand il ne faut pas, ben, primum non nocere, on ne fait rien, parce que prétendre que le traitement hormonal de la ménopause, traitement hormonal substitutif, je pense, on dit beaucoup en France, le THS, n'est pas anodin, n'est pas dénué de risques. Il y a des risques de cancer du sein, de toute évidence. Hein. Ça, c'est parfaitement avéré. J'ai vécu ça, pas avec certaines de mes patientes, mais celles pour lesquelles je ne... Enfin, pas toutes celles, hein, mais quand c'est arrivé, ce sont des patientes pour lesquelles je n'assurais pas le traitement hormonal substitutif. Et d'ailleurs, je me plaignais dans les cas vraiment malheureux où ça a tourné en cancer du sein, je me plaignais de ce que ces traitements étaient trop brutaux ou déséquilibrés ou pas à mon goût. Ou alors avec des antécédents familiaux problématiques. Parce que ça, c'est très important aussi. En sus de tout ce que je viens de dire, il faut une règle stricte de sélectionner, ou en tout cas de désélectionner, ce serait plutôt la meilleure manière de présenter ça, les patientes à risque. Alors, l'histoire familiale, hein, qui peut être un peu ennuyeuse, ou déjà plus inquiétante, ou franchement problématique. Hein, ça dépend du nombre de parents proches, premier ou deuxième degré, qui ont souffert de cancer du sein ou d'autres cancers hormonaux, y compris ovaires, utérus et prostate, hein, ça compte aussi. Combien de parents, donc premier, deuxième degré, et à quels âges? Plus c'est jeune, pire c'est. Bon, si vous avez une grand-mère qui est décédée à 93 ans, 93 ans d'un cancer du sein qui s'est déclaré un petit peu avant, bon, bah écoutez, pareil pour les hommes avec des prostates cancéreuses dans le grand âge, ça compte quasiment pas. Hein. Mais plus c'est jeune, alors vous avez une première cousine qui a eu un cancer du sein à 35 ans, ça c'est un gros flag rouge. Et a fortiori, s'il y a une autre tante qui a eu aussi un cancer du sein à 50 ans, et bon, tout ça joue. Hein. Bon, donc ça c'est l'histoire familiale. L'histoire personnelle, les endométrioses, les fibromes, myomes, les seins denses, qu'on signale, notamment aux mammographies, les seins kystiques, tout ce qui est dominance estrogénique. Il y a plein de trucs, je vais pas, parce que sinon on n'en sortira jamais. Il faudrait faire une capsule sur la dominance estrogénique, mais qui peut se constater également dans des bios antérieurs, toujours un peu selon les mêmes méthodes, hein. Par rapport aux normes labo, regardez
les percentiles et voir si l'œstradiol l'emporte sur la progestérone, parce que c'est ça la dominance œstrogénique en fait. Hein. Donc il y a l'histoire familiale, il y a l'histoire personnelle qui est clinique, qui peut être biologique, qui peut être de l'imagerie, avec des mammographies ou des échographies, voire des thermographies, que j'aime bien aussi, un peu douteuses, un peu suspectes, tout ça joue. Et puis alors, il y a la génétique, la génomique surtout, mais on va dire génétique. D'abord, vous avez le ratio de 16-alpha hydroxyœstrone sur urine. Alors, je ne vais pas prendre du temps ici pour détailler exactement le protocole de recueil. Bon, ça, il faut voir avec vos labos. Mais ce ratio ne peut pas être trop bas. Parce que la 16-alpha-hydroxylation de l'œstradiol qui est donc transformé en œstrone, ça c'est la phase 1 de la détoxification hépatique, qui est la préparation à la phase 2, qui est vraiment la phase d'excrétion et donc de détoxification finale. Eh bien, la voie de la 2-hydroxylation est favorable, elle diminue le risque carcinogénique, mais la 16-alpha-hydroxylation, c'est l'inverse, ça accroît le risque carcinogénique. Idéalement, ce serait bien aussi d'avoir la 4-hydroxylation, mais peu de labos la fournissent. Enfin, si vous pouvez y accéder, c'est mieux. La 4-hydroxylation est très néfaste aussi, donc ça c'est très mauvais. Donc il faut faire des ratios entre tout ça, et quand on a une bonne 2-hydroxylation, une prépondérance de la 2-hydroxylation, eh bien, la bonne nouvelle, et évidemment vice-versa. Ça c'est le reflet, c'est pas des analyses génomiques directes, c'est le reflet de la génétique de votre phase 1 de la détoxification hépatique, qui a pour but évidemment d'éliminer le risque carcinogénique des œstrogènes. Bon, ben ça c'est ma laisse qui est tombée hors de la poche, mais il faut absolument que je m'assure d'avoir cette laisse à disposition, parce que il y a le zygomare Goliath qui est déjà en train de plus ou moins prendre la poudre d'escampette. Bon, Goliath, pas par là. Donc, ça c'est la phase 1. Et plus le ratio évidemment est défavorable, c'est-à-dire quand on fait 2 divisé par 16 alpha, plus on est bas, ben plus c'est ennuyeux. Bon, ça ce n'est pas tout, parce que ça va aussi dépendre de la phase 2 derrière, hein, qui a pour but donc d'accrocher une molécule hydrophile et d'emmener le dérivé œstrogénique vers l'excrétion urinaire, et bye bye, on en est débarrassé. Donc la phase 1, en fait, pour que vous compreniez bien, a pour but de préparer cette phase 2, c'est-à-dire de créer sur la molécule d'œstradiol qui est éminemment liposoluble, une petite encoche, une petite entaille, qui permettra l'accrochage d'une molécule hydrosoluble, parce que c'est comme ça qu'on détoxifie. Ce que je viens de vous dire là, en peu de mots, c'est le principe même de la détoxification hépatique. C'est absolument fondamental. Mais revenons à nos œstrogènes. La phase 2, vous allez regarder les génotypes GST, M1 surtout, T1 aussi, mais essentiellement M1, GST M1. Et alors, vous allez regarder la COMT, la catéchol-O-méthyltransférase. Parce que ces œstrogènes sont donc les œstrogènes qui dérivent de la phase 1, donc plutôt des œstrones hydroxylés,
mais c'est ce qui est le produit de la détoxification phase 1 de l'œstradiol. Et alors, il y a donc les différents... Est-ce qu'il est mon oxo? Ah, mais il est là, il est caché derrière un poteau. Donc il suit. Je le surveille parce qu'au-dessus il y a la route et je ne peux pas aller sur la route. Donc cette phase 2, soit de la méthylation, soit de la glutathion conjugaison, c'est ça le GST, glutathion S-transférase, glutathion conjugaison, parachève le travail. Alors, vous testez ces deux génotypes. S'ils sont affaiblis, ralentis, ce qui est le cas du GST homozygote variant, je vous rappelle, dans le GST, il n'y a pas d'hétérozygote, soit c'est normal, homozygote sauvage, soit c'est homozygote variant. Et dans la COMT, là vous avez le cas classique, vous avez homozygote sauvage bien, hétérozygote, bof, on perd 50%, et homozygote variant, on perd 75-75%. Donc voilà, vous avez cet enjeu, essentiellement trois choses: l'hydroxylation de la phase 1, la méthylation ou la capacité de méthylation et la capacité de glutathion conjugaison de la phase 2. Alors là, il y a Oxo qui commence à miauler, vous le voyez là au loin, parce qu'on est limite de son territoire. Et il signale que où vas-tu là? Il faut rester dans mon territoire. Mais oui, mais il y a la vidéo, etc. Puis il y a Goliath qui est en train de se tirer. Donc voilà, tout ça va vous donner des éléments de sécurité. Je récapitule. Histoire familiale, détaillée. Histoire personnelle, détaillée. Clinique, imagerie, test biologique antérieur. Génomique, détaillée. L'hydroxylation en phase 1. COMT, GST, essentiellement M1. Bon. Alors, vous êtes bien placé pour prendre une décision. On traite ou on ne traite pas. Et bien entendu, on va quand même traiter les patientes qui ont de grosses plaintes et qui on va corroborer par les tests biologiques qui vont confirmer qu'effectivement il y a un effondrement des hormones sexuelles. Et donc là, on peut toujours aider ces patientes à court terme, toujours selon les mêmes règles que je vais vous rappeler dans un instant, pour les soulager, mais on va avoir des réticences nettes pour les embarquer dans un THS de plus long terme. Et de toute façon, le THS va être à minima, ok, s'il y a des risques. Hein. Bon, s'il n'y a pas de risque, alors c'est le confort qui prime. S'il y a des risques, c'est pas le confort, c'est la sécurité. On soulage, mais primum non nocere, on n'est pas là pour bombarder les femmes d'hormones au risque de créer des pathologies. On n'est pas là pour créer de la pathologie. On ne prescrit pas des choses dangereuses. Dans le cas de figure, je n'ai pas dit que l'œstradiol ou la progestérone serait dangereux, mais tout dépend du contexte. Je vous ai longuement détaillé le contexte. Goliath? Non, parce que, regardez, son air innocent, hein, son petit air de Sainte-Nitouche. Ouais, viens ici. Non. On ne va pas par là. Oxo ne peut pas aller par là. Et on va faire demi-tour. On met la laisse. Voilà. Comme ça, on n'a pas la plaisanterie de la vidéo précédente où Monsieur Goliath avait disparu. Il va finir la vidéo avec nous. Il nous reste 3 minutes pour conclure.
Eh oui, Goliath, non, il faut venir avec moi. On redescend. Regarde, il y a Oxo qui nous attend là en bas. Regardez comme il fait beau. Regardez la vue. Regardez ça. Sympa, hein? Ce qui est moins sympa, c'est Goliath. Il freine des... C'est l'image même de la désapprobation canine. Allez Goliath, viens, viens. Regarde, il y a Oxo. Viens avec Oxo. Donc, qu'est-ce qu'on va donner comme traitement? Bon, toujours se référer aux valeurs biologiques dont je vous rappelle les points fondamentaux, se préoccuper des références du labo, donner toujours une préférence à la progestérone par rapport à l'œstradiol, et alors viser, bon, quand on est dans du THS et qu'on est à l'aise pour le donner, on n'est pas obligé de viser le milieu des références de la ménopause. On peut être plus généreux. On peut aller jusqu'au maximum des références. Pour l'œstradiol, je ne suis pas choqué quand on dépasse ces références de ménopause. Maximum le double de la référence, pas au-delà, pour moi en tout cas. Progestérone, là, on est plus lax. On peut aller bien au-delà des références. Mais toujours avec ce rapport entre progestérone et œstradiol qui doit être favorable à la progestérone. Et ça, c'est votre sécurité. Toujours. Alors, on utilise évidemment, c'est pas le but de cette vidéo, mais on utilise des hormones bioidentiques, idéalement par voie transdermique, hein, donc gel d'œstradiol. Progestérone, c'est un peu plus compliqué. Bon, il y en a qui sont contents d'utiliser le gel. Bon, moi, j'utilise, comme vous savez, beaucoup la pregnénolone, qui est le précurseur, et j'arrive à des très bons résultats, bien souvent sans devoir utiliser la progestérone. Et puis alors, voilà, il y a des crèmes, des ovules, éventuellement des gélules. On est un peu plus à l'aise avec la progestérone parce que c'est l'hormone quand même plus sûre. Et n'oubliez pas les rapports entre les deux. Voilà, donc je vous ai surtout parlé des précautions pour éviter les risques dans cette série de vidéos qui sont plutôt là pour vous dire comment respecter le principe fondamental de la médecine, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire. Et alors Oxo, qui me suit comme mon ombre, vous dit au revoir. Je vous dis au revoir et évidemment, très important, Goliath vous dit au revoir. Allez, à vendredi prochain. Merci. Bye bye à tous.